guerre, eh bien, en montrant son courage, en devenant un héros, c'est une façon de sortir de sa condition. Et donc, en mourant pour la France, eh bien, ils deviennent des hommes, des vrais. Et on a à peu près 500 000 personnes qui travaillent aussi dans la production, bon, pour remplacer les hommes partis au front. Et donc là, on estime aussi à 500 000, donc 225 000 travailleurs immigrés, hein, donc des régions limitrophes, et puis 250 000 peuples colonisés, principalement chinois ou indo-chinois, puisque le gouvernement considérait que ces hommes étaient moins guerriers et donc les a plutôt réservés à la production. Et donc, oui, les Sénégalais, comme les autres, n'avaient pas le choix, quoi. Les populations colonisées étaient obligées de faire la guerre pour la France. Donc, voilà. La particularité, c'est que après, ils n'ont pas eu de retraite comparable à ce qu'ont eu les autres qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Donc, j'ai décidé il y a quelques années d'écrire un livre concernant une de ces choses et pour la faire connaître au grand public, tout simplement pour le devoir de mémoire. J'ai fait des réquisitions judiciaires, l'armée n'a pas répondu ou a répondu à côté. On a été consulter les archives une première fois et là le deuxième bureau qui est pour les connaisseurs c'est le deuxième bureau, sinon pour les autres c'est les services secrets de l'époque. Les archives ont été ouvertes l'année dernière et on nous met une fin de non-recevoir à notre demande. Donc j'ai écrit un livre qui s'intitule Les oubliés du Levant avec mon père, qui m'avait présenté ce dossier d'enquête, qui m'avait raconté cette histoire il y a plusieurs années. Et touché par cette histoire, voilà, de soldats indigènes enterrés dans une fosse commune au Liban, j'ai voulu avec mon père en fait me documenter, rechercher et écrire sur ce sujet-là, cette thématique du sacrifice des soldats indigènes. Moi actuellement je suis en train de travailler sur les essais nucléaires français dans le Sahara et j'essaye de consulter depuis plusieurs mois les archives du centre à l'énergie atomique, le CEA, et on m'a dit non, voilà, simplement. Non, ça ne sera jamais ouvert et ça n'ouvrira jamais. Voilà. Donc les essais nucléaires, oui, on en a fait, les populations indigènes n'ont officiellement pas été contaminées. Donc voilà, l'opacité en France. Souvent, j'aime bien citer un exemple, on parle souvent des États-Unis, certes, c'est un pays très complexe, mais en tout cas, en matière d'ouverture des archives, ils ont quand même l'honnêteté d'ouvrir tout. Même s'il y a censure, tout est ouvert là-bas. Tandis que chez nous, on ouvre ce que l'on veut bien ouvrir. Moi, l'enquête que j'ai menée au Liban, ça a été contre mes chefs. On m'avait interdit d'y aller. C'était hors zone ONU. Et moi, je me faisais un devoir d'y aller. C'était mon rôle de gendarme détaché auprès d'un régiment en opération extérieure. C'était mon rôle de faire mon devoir, mon travail. Et la preuve, c'est que les premiers à promouvoir mon histoire à l'heure actuelle, ça a été la gendarmerie. Dans ces différents magazines, c'est avec plaisir qu'ils ont promu mon livre. Ça veut dire que voilà, il y a quand même des gens dans l'armée qui ont une conscience. Voilà. Mais je pense que la conscience, elle est annihilée par le pouvoir politique à un moment donné quand vous avez affaire à des carriéristes. Il faut voir une chose, c'est que l'officier en général qui est à la tête d'une section, il a une chignole. Une chignole, c'est un nerf de bœuf en fait. En gros, il cogne sur ses troupes lorsqu'elles ne veulent pas avancer. Donc il y a un traitement des soldats indigènes qui est quand même assez brutal et assez violent. Il y a des gens dans des villages qui ont été massacrés parce qu'ils s'étaient introduits dans un camp français pour voler de la nourriture. Et après, tués, enterrés au milieu du camp, et puis on a fait croire au chef du village, non, on n'a vu personne. Ouais. Voilà, il y a tout ça, et ça fait partie, voilà, de la grande muette, on n'en parle pas. Chose aussi assez intéressante, c'est qu'en 1917, il y a eu des mutineries, comme vous le savez tous, et on traite souvent des mutineries des unités métropolitaines, mais jamais des mutineries dans les régiments indigènes, et pourtant il y en a eu. Mais malheureusement, les sources sont très lacunaires, il manque beaucoup de choses par rapport à tout ça. On est dans une armée hiérarchisée avec des exécutants. Moi j'ai tenté en fait de rentrer à l'école navale il y a 4 ans et on m'a dit l'armée en fait c'est comme une usine. Il y a des maîtres, des contremaîtres et des ouvriers. Il y a aussi des bâtisseurs d'oubli. C'est très important de comprendre les mécanismes qui ont fait l'oubli. Je pense à Ernest Renan qui disait « L'oubli et je dirais même l'erreur historique sont au fondement de la nation ».
Et donc pour bâtir le roman national dont nous parlent aujourd'hui des gens comme Sarkozy, Fillon, Manuel Valls, etc., pour bâtir ce roman national, eh bien, il faut gommer tout ce qui a été l'histoire des peuples minoritaires. Donc au peuple minoritaire de faire en sorte que ça ne soit pas gommé pour pouvoir ensuite se battre et aller de l'avant. Et souvent, il faut réécrire l'histoire. Donc pour réécrire l'histoire, il faut aller chercher des témoignages, il faut aller aux sources. Et est-ce que vous pensez que l'armée, elle a du mal avec son histoire? Par exemple, quand il y a eu un scandale de viol d'enfants récemment, t'avais voilà, le chevènement qui avait volé au secours en disant qu'il ne faut pas diaboliser l'armée, c'est pas bien. Tout à fait. Non, elle a du mal, c'est la loi du silence. Mais pour revenir sur ce que tu disais, oui, en Centrafrique, il y a des preuves, il y a des dossiers qui ont été montés par des fonctionnaires de l'ONU. C'est minimisé parce qu'il n'y a aucun procès. On a entendu parler de procès de ces légionnaires ou de ces maçons qui ont agressé sexuellement des enfants. Quoi. Mais s'il y avait que ça. Oui, s'il y avait que ça. L'apport de 1916, l'apport d'une part étrangère très importante, a modifié d'une part les relations que pouvaient avoir les travailleurs français avec les travailleurs étrangers, mais aussi les peuples colonisés se sont rendus compte en travaillant en France que le statut de l'indigénat qu'on leur imposait n'avait pas de sens, puisqu'en France on pouvait avoir des relations égalitaires, même si pendant toute la période de guerre, l'armée a fait en sorte d'isoler les travailleurs étrangers ou les peuples colonisés pour justement éviter ces contagions. Ceux qui ont combattu, on va dire la classe ouvrière, le monde paysan, parce que c'est eux qui étaient dans les tranchées, c'est eux qui sont sortis. Moi, en 2001, lors des manifestations de gendarmes, c'est ce que j'avais dit à un officier, puisque j'étais un des leaders, on va dire, malgré moi, des manifestations de gendarmes à Paris. J'avais dit à un officier, si en 14 les officiers étaient sortis des tranchées, en premier, ça aurait été différent. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de parlou ni de beau muscadin. C'était loin du moulin de la galette, et le Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a vu du bon sang cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, ont plus que les innocents. La butte rouge c'est son nom, battait celui un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Cette journée de commémoration critique a eu sur moi l'effet escompté, que j'espère elle aura sur vous et sur toutes celles et ceux qui étaient parmi nous. La leçon que je retiendrai, aller toujours aux sources et avoir la passion de la justesse et de la justice, pour ne jamais être le jouet des puissants quand l'histoire devient propagande. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont les tyrans. C'est la fin de cette 3e édition de la journée de commémoration critique du centenaire. Je quitte ces travailleuses et travailleurs confrontés à devoir approfondir leurs réflexions, en plus du positionnement de classe, sur tout ce qui fonde et perpétue les oppressions sexistes et racistes, que chaque génération digère et à laquelle elle apporte sa propre compréhension du vécu et son propre ressenti de l'histoire. Une histoire trompeuse que l'on se doit de démasquer. Des maçons creusois du 19e siècle aux travailleurs bretons montés à Paris, puis ceux venus d'Europe ou d'Afrique aujourd'hui, nous sommes les catégories dominées, confrontées aux mêmes stratégies d'exploitation et aux mêmes regards qui dominent pour asservir plus facilement. Obligatoirement, dès qu'il y a des crises, dès qu'il se passe des conflits, dès qu'il se passe quelque chose, l'immigration est là, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, on doit accepter, on doit aider. Et je pense que tout le monde tournerait 2 fois mieux et que tout le monde serait beaucoup plus heureux si on pensait tous comme ça. On a un discours raciste et xénophobe tout à fait décomplexé,
Donc il faut avoir en face un discours et des revendications internationalistes et antiracistes absolument décomplexées et surtout pas se censurer ou se brider en se disant que tel parti ou telle fraction du peuple ne serait pas prêt à entendre telle ou telle chose. On pose ce qu'on a à dire, point barre. On se pose pas des milliards de questions avant d'agir ensemble et de lutter pour que tout le monde, que la société soit mieux et surtout le travail.